Vous regardez du tic au tac sur GNG Média. Savez-vous que vous pouvez étudier ou travailler au Canada et gagner plus de 76 000 francs par jour en tant que soudeur? Eh bien, vous ne rêvez pas. C'est bien possible grâce à GNG Consultings en partenariat avec l'agence de recrutement 237 Destination Canada. Vous vivez en Afrique ou tout ailleurs dans le monde et souhaitez immigrer au Canada pour étudier ou travailler? GNG Consultings en partenariat avec l'agence de recrutement 237 Destination Canada vous donne la possibilité d'améliorer votre vie en immigrant en toute sécurité au Canada en qualité de résident permanent, travailleur temporaire, étudiant. GNG Consultings et son partenaire 237 Destination Canada vous permettent de trouver du travail au Canada dans les domaines suivants: éducation, santé et services sociaux, génie civil, administration, manufacture, hôtellerie, restauration, ainsi que les technologies de l'information. Travailler une fois au Canada comme aide-soignant, infirmier, inspecteur en construction, infographe, graphiste, développeur d'applications, développeur web, menuisier, maçon, mécanicien, soudeur, chauffeur, technologue et technicien des sciences de la santé, technologue des laboratoires médicaux, technicien en génie électronique et électrique, architecte paysagiste et bien d'autres. Un accompagnement en procédure classique ou express selon votre profil. Pour plus d'informations, appelez-nous au plus 237 658 37 12 90. JNG Consultings. Soyez tranquilles, nous sommes là. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être avec nous dans cette nouvelle production du Tic au Tac sur JNJ Média. Vous faites bien d'être connectés sur notre média. Vous faites bien d'être avec nous pour cette autre production qui signe une fois de plus avec une coprésentation du très sémillant Raoul Patrick Biffé-Iroc et l'indémoulable Romaric Tenda. Bonsoir Raoul. Bonsoir Romaric. Ravi de te retrouver dans cette production et de retrouver également nos internautes et téléspectateurs. Et effectivement, comme grand invité témoin aujourd'hui, nous recevons le très scintillant Chantal Roger-Tuilé qui est avec nous. Chantal Roger-Tuilé, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Nous sommes 26 millions d'habitants, 30 peut-être. Que votre choix se soit posé sur moi est un privilège. Je suis donc privilégié de m'adresser à très certainement les passionnés du débat, avec la brillante compagnie des passionnés de la chose journalistique que vous êtes. Le président de la République a dit, lors d'un discours dont il ne se rappelle plus certainement des thèmes exacts, qu'il aimerait être retenu par l'histoire comme l'homme qui a porté la prospérité et la démocratie au Cameroun. Pour la prospérité, on attendra un peu. Il semble que c'est pour 2035. Pour la démocratie, il semble que ça veut dire parle. Ils veulent toujours, jusqu'à ce que, hélas, il vous arrive le sort d'un de vos malheureux confrères. Mais je suis très heureux d'être en votre compagnie et à celle de vos internautes. Merci infiniment. Alors, le 17 janvier dernier, Martinez Zoro est brutalement arraché à la vie. Quelques jours plus tard, Jean-Jacques Ola-Bébé, un prêtre orthodoxe et animateur radio également, sera retrouvé mort à son domicile. Chantal Roger-Tuilé, le Cameroun est-il devenu un pays du crime? Hélas. Voyez-vous, c'est une fin de règne. Et ça va dans tous les sens. Du coup, la question, est-ce qu'il y a un tocsin au centre du village, prend tout son sens. Chaque fois qu'il y a un bateau et qu'il n'y a pas un capitaine à bord ou un homme à point, ça prend les directions que ça prend. Et chez nous, malheureusement, ça prend la direction de la criminalité. Vous avez des camps. Le premier qui a géré le pouvoir, qui aspire à y rester, c'est-à-dire ceux qui ont été acteurs et qui veulent continuer acteurs, et ceux qui sont spectateurs et qui piaffent d'impatience d'arriver aux affaires. Au milieu, ceux inquiets qui se sont rendus coupables d'inceste avec l'argent public et qui ont peur des représailles le moment venu. Donc vous avez ces différents camps qui s'affrontent et l'affrontement a largement dépassé le débat politique, le débat intellectuel pour aller dans le champ de la violence.
Pour le jeune Martinez, il s'agit là d'une atrocité qui représente l'inquiétude d'une société qui est à la croisée des chemins, qui ne sait pas quel sens prendre. Voyez, il y a le général et le particulier. Et nous étions quelques-uns qui pensions que nous étions dans un débat gentleman à penser qu'on était encore dans le général. Là, la mort de Martinez est bien la preuve qu'il a mis le doigt à la plaie, qu'il a touché là où ça fait mal. Et que donc désormais, le côté théorique de la lutte pour la conquête du pouvoir doit être désormais sans doute mis en second plan. Désormais, nous sommes là à la phase pratique. Des camps se sont enrichis, des budgets se sont constitués, des efforts pour s'armer aussi. Mes informations sont qu'il faut faire attention désormais aux frontières de la République, avec la guerre du Nord-Ouest. Voyez-vous, la guerre en Libye a aidé pour beaucoup à armer Boko Haram. Il faut craindre qu'il y ait eu cette érosion de la violence dans le reste de la République, en passant par l'Ouest, évidemment. Vous avez vu les incursions notées à Mbouda et à Koptamo, je crois, dans le Noun. Alors, le malheureux incident de Martinez Dogo révèle une chose, la première, c'est qu'il faut que le président de la République, qui, d'après la Constitution, détient entre ses mains le pouvoir politique, le pouvoir militaire, l'article dit, je le cite de mémoire, le chef de l'État, chef suprême des forces armées, patron de la magistrature, patron de la défense, patron de la police, patron de je ne sais plus quoi, nomme et révoque à tous les emplois civils et militaires. Alors, dans le cas de l'espèce, il se trouve dans son village, eh bien, la ville s'arrête. La ville s'arrête. Et cela va jusqu'à la caricature, voyez-vous. J'ai regardé à la chaîne de télévision, une chaîne souvent moins huppée que la vôtre, je ne passerai pas sans dire un mot sur votre studio, qui est des meilleurs de la capitale, il faut le dire, et sur le caractère somptueux du cadre où nous sommes reçus, pour dire que, oui, il y a eu dans cette affaire le chef de l'État qui n'a pas montré le là. Nous allons dans quelle direction? Il y a eu des gens qui se sont impatientés. Je vais, si vous me le permettez... S'il faut prendre votre cas, Chantal Roger Tullier, quelle était votre réaction après avoir pris la nouvelle de l'assassinat de Martinez Zogo? Comment avez-vous réagi à chaud? D'abord, c'était une douleur indicible. C'est un petit frère. Que vous connaissez très bien? Bien entendu. À l'époque, j'ai d'énormes difficultés avec un ponte du régime qui me fait 20 procès. À part vous, Romaric, à part Martinez, pas grand monde ne me côtoyait. Des gens allaient chercher de l'argent sur ce ponte du régime et il avait été décidé que je sois mis en quarantaine, que je puisse pas m'exprimer sur les 20 procès, 20 que ce ponte du régime, proche parent du président de la République, m'avait intenté. Après avoir interdit à vie la Tribune de l'Est, le seul journal de la région de l'Est, le mien donc, et après m'avoir interdit d'exercer la profession de journalisme au Cameroun à vie, ce ponte-là. Et donc, vous étiez le seul, je me rappelle, cela doit faire 1 an maintenant, que vous êtes venu pour me prendre une interview dans cette même ville de Yaoundé. Et le seul qui également à la place me prenait régulièrement dans ses émissions, si vous écoutez ces jingles et tous ces spots, c'est bien ma voix qui ressort, c'est bien Martinez Zogo. Donc, au-delà du fait que, de façon permanente, je l'ai côtoyé, presque au quotidien, il n'y a que professionnellement, il s'est avéré quelqu'un de fidèle. C'était son tempérament sans doute, mais cela est toujours très agréable de vivre la chaleur humaine quand on a été, par la force de la cupidité de quelques-uns et de la bêtise des hommes, isolé du groupe. Isolé du groupe. Et donc, d'abord, je réponds à votre question avec beaucoup de douleur. Ensuite, avec beaucoup d'inquiétude. Est-ce qu'un homme peut rester chez lui et décider d'ôter la vie à une autre personne? Est-ce que des gens peuvent, voyez-vous, j'ai des plaisirs faciles, je vous les souhaite, quelques bières, dans un petit bistrot avec des amis, un petit caleçon de filles. C'est honnête de le préciser, maintenant qu'on n'est plus très au courant déjà des hommes qui nous côtoient. Pour devenir plus sérieux, oui, qu'il y a donc désormais une profession au Cameroun, celle de tuer d'autres personnes, qu'on peut payer des gens pour ôter la vie à d'autres personnes. Et la vie, voyez-vous, c'est le bien le plus précieux. Pour ceux d'entre nous qui resteront longtemps ici, je vous le souhaite, c'est souvent de 1 an à 90 ans, si on prend l'exemple plus haut. Mais les autres s'arrêtent si on s'en tient aux chiffres de l'OMS à 56 ans.
c'est la moyenne d'âge pour qu'un homme s'en aille. Alors, d'où vient que quelqu'un s'arrête et décide d'arrêter le cycle de vie d'un autre? Vous pouvez tout offrir à un homme, sauf la vie. Une fois que vous avez ôté le souffle de vie à quelqu'un, eh bien, vous ne pouvez plus le lui redonner. Donc, nous avons atteint l'abject. Nous avons atteint la ligne rouge. Nous sommes arrivés où il ne faut pas arriver. Il y a eu des assassinats de journalistes au Brésil, il y en a eu au Pakistan, il y en a eu à travers le monde. Mais jamais on n'a connu quelqu'un qui a été tué avec autant de violence et autant de sadisme. Je réponds à votre question, oui, avec beaucoup de douleur et surtout avec beaucoup d'inquiétude. Avec en plus une projection, celle que j'envoie à votre génération, une interrogation que j'envoie à la vôtre pour dire quelle génération vous vous bâtirez? Parce qu'il s'agit là de votre avenir dans la profession. Le journalisme au Cameroun, en ce moment-là, devient un métier à haut risque et il vous revient de vous mettre ensemble, de vous serrer les coudes pour continuer à espérer, pour continuer à professer dans le métier que vous avez choisi. Alors, le mode opératoire utilisé pour l'assassinat de Martinez Zogo, Chantal Roger Tulle, quel est le message que cela renvoie à la presse? Qu'on peut vous prendre à tout moment, qu'on peut vous ôter la vie à tout moment, comme disait un homme très célèbre au Cameroun, que vous devez la boucler, tout simplement. Comment elle intervient? Je peux en parler. Oui. Je n'ai pas anticipé, et ça ne me vaudra pas, je crois, d'être convoqué au 7 comme mon aîné et ami Xavier Messé. Les faits sont constants désormais. Il a des informations, pas innocentes, qui semble-t-il viennent d'un ponte du régime. Je vous ai appelé, je vous ai dit à l'entame de cette... Là, vous parlez de Martinez Zogo. Zogo. Oui. À l'entame de notre entretien, je vous ai dit que c'était des camps qui s'étaient constitués pour la conquête du pouvoir. Tout à fait. Qu'il y en avait deux, et sans doute un troisième qui évoluait sous l'ombre. On en parlera, je crois, mais moi j'ai de la peine à ne pas regarder un quatrième qui serait l'armée, qu'on appelait à tort la grande muette. Parce que nous parlons de notre pays, là, voyez-vous, et il faut parler de toutes les hypothèses. Donc, il a des informations avec des documents. C'est le cas que j'ai quand j'affronte cette très haute personnalité du régime à l'époque. Je présente des documents, des photos, des reçus de banque, des reçus de retrait d'argent, de la dilapidation de la fonction de la fortune publique. C'est ce qu'il fait. À la seule différence que le contexte, pour lui, est difficile, pardon. Il ne mesure pas ce qu'on appelle en sciences politiques le rapport des forces. Oui. Il ne mesure pas qu'il est une sorte d'appât qu'un camp a jeté à l'autre camp. Les deux camps violents qui s'affrontent. Tout à fait. Alors, les autres, puisqu'il a en sa possession des documents difficiles à gérer, des documents qui dénudent les plans même de conquête du pouvoir des autres, eh bien les autres s'attaquent à lui. Tombant ainsi, pardon d'utiliser l'expression, dans le piège de l'autre camp. Donc, il a tout simplement servi d'appât. Les autres ont réagi tel que ceux d'en face voulaient qu'ils réagissent. Et votre malheureux confrère est mort dans cet engrenage. Ça renvoie à une question que j'avais à une certaine époque utilisée pour la rédaction de mon mémoire. Journalisme et liberté, peut-on tout dire? Doit-on tout dire? Dans les pays du tiers-monde, désormais, oui. Dans quelle dimension peut-on dire même la vérité qu'on a? Ça ramène sur le choix de la personne à qui on a remis les documents. Parce que celui qui lui remet les documents l'a condamné à mort. Il sait, on peut en parler, n'est-ce pas? Tout à fait. Il sait l'éducation de Martinez, pas des plus complètes. Il sait le côté, voyez-moi, de mon petit frère. Et il mise dessus. Il lui donne des documents, et sur plus d'un mois, Martinez en parle. Quand il parle à la ligne 94, 55, 56, oui, 56, oui. Et 60, je ne sais plus quoi, oui, 65, eh bien, il parle des personnes, désormais milliardaires, je précise qu'un milliard, c'est 1000 millions, et que dans un contexte de précarité économique qui est le nôtre, des gens vendraient mère et père pour 10 francs, 20 francs. Voyez-vous, il donne les chiffres et met en danger la liberté même de ce qu'il a dénoncé. Et il cite les noms. Il cite les noms.
sans doute quelquefois même les numéros de compte, les jours où ils ont émargé Tout à fait. et les dates. Il y a dedans pêle-mêle les gens qui se reconnaissent. Tout le monde sait aujourd'hui qu'il y a des députés, qu'il y a bien connus qui quelquefois s'élèvent en donneur de leçons. Chacun sait aujourd'hui que c'est, pardon de dire ça comme ça, des comportements albinos. Et donc, il y a cette prise de risque sans protection, Oui. sans repli. Une telle information gérée par 5 personnes n'aurait pas eu le même effet que gérée par une seule personne. Ces messieurs n'auraient pas tué 5 personnes. Vous comprenez? N'aurait pas pris sur elle de mettre 5 sur lui de mettre 5 personnes en prison. Donc il y avait le contexte, j'en ai parlé, dans quel contexte il a soulevé ces documents. Oui. Le rapport des forces, qui était en face de lui, et maintenant la pratique de la gestion de cette information. Est-ce que livrer, distribuer les documents à 5 ou 6 personnes, ça n'aurait pas... Ça aurait eu le même effet, mais est-ce que ça ne l'aurait pas préservé d'une mort aussi violente? Tout à fait. Vous pensez qu'il a été manipulé dans sa démarche? Incontestablement. Incontestablement. Par le camp qui lui a remis des documents. Incontestablement. Je parlais là de la bagarre. Un camp a donné des documents, l'autre camp a réagi. Oui. L'autre camp est tombé dans le piège de l'autre. Des procédures judiciaires, qu'on dise qu'on veut, mais partent d'un fait. C'est les documents qu'il avait, qui ont mis très mal en point, qui ont très mal à l'aise, pour parler comme au quartier. L'autre camp, qui sans doute a réagi, qui certainement a réagi. Lui, dans ce moment-là, a servi d'appât. Est-ce qu'il était conscient du fait qu'il servait d'appât? Chacun dira. Mais vous avez vécu, vous étiez plus jeune alors, une situation similaire. Deux même similaires en Afrique. La première, elle était celle de l'engagement social d'un homme. Il y avait un homme au Gabon, quelquefois en France, il passait d'un pays à l'autre, il s'appelait Louon. Louon était venu au Gabon pour travailler avec la première dame du Gabon. Je crois que c'était un chorégraphe. Et a donné tellement d'importance à son travail qu'il a débordé le cadre du travail et s'est mis à s'intéresser de très près au charme de Madame Bongo, qui est encore là. Bongo père s'entend. Et il a été assassiné. Au terme d'une bagarre très longue, vous allez voir où je vais en arriver, où le président du Gabon est allé à l'hôtel où se trouvait enfermée son épouse avec M. Louon, donner des coups de poing à la porte à Paris, le président du Gabon. Je crois qu'avant, il était déjà président de l'OUA, je ne sais pas, mais enfin, il s'appelait plus Albert Bernard Bongo, il était déjà Omar Bongo. Donc, c'était des années 80 par là. Donner des grands coups de pied à la porte, et ça créait un incident diplomatique. Il s'est blessé aux mains, je suis le président du Gabon, je suis le président du Gabon. Et la police gabonaise française est arrivée, l'a maîtrisé, on a pensé que c'était un voyou, et ça créait un incident diplomatique. Est-ce que M. Louon, après avoir abusé de l'épouse, je parlais du cadre personnel, de quelqu'un pendant aussi longtemps, avait besoin de l'exposer aussi durablement et aussi grossièrement aux yeux de l'opinion? Non. C'est-à-dire qu'il faut savoir s'arrêter à un moment. Et c'est ce qui s'enseigne dans les écoles de journalisme. J'ai dit tantôt qu'il y avait une question que j'avais utilisée à l'irradiation de mon mémoire. Journalisme et liberté, peut-on tout dire? Doit-on tout dire? C'est une sorte d'autocensure qui est même protectrice. Protecteur, l'autocensure. Donc, est-ce qu'il s'est protégé? Pas beaucoup. Oui. Est-ce que les autres avaient le droit de l'assassiner? Non, j'ai dit que la vie est le bien le plus précieux. Et que quand vous l'avez, celui qui vous l'ôte ne peut pas vous le remettre. On vous a vu même très courroucé, Chantal Roger, tu l'es sur des plateaux de télé et même sur la stèle qui avait été déposée à Amplitude FM où il fallait absolument peut-être poser quelques bougies pour rendre hommage à Martinez Zogo. On vous a vu parce que vous étiez effectivement dans tous vos états et que cela vous a choqué. On vous a vu annoncer en grande pompe une marche en direction d'Etoudi, le palais de l'unité où loge et réside le président Paul Biya, parce que, dites-vous, il fallait absolument qu'on présente cette situation au chef de l'État afin qu'il réagisse. Alors, je vais vous donner en exclusivité le récit de cette affaire. Qu'en est-il de cette initiative et pourquoi cette initiative n'a-t-elle pas prospéré? Parce que je vous ai dit au début que le président de la République est finalement le seul qui décide.
tel que vous êtes assis, monsieur Romari, tel que vous êtes assis là, il prend son bic, le président, à cet instant. Il signe un décret, tout le monde se met à genoux devant vous. Vous êtes le ministre. Vous êtes protégé par le décret. Il reprend son bic, il signe, vous n'êtes plus ministre, personne ne vient plus chez vous. Vous n'êtes plus ministre. Vous n'avez plus le décret. On appelle ça en sciences politiques la capacité de nuisance. Eh bien, conscient du fait que c'est la capacité de nuisance, je vais vous faire une petite confidence. Il y a un médecin de la ville de Yaoundé qui reçoit des savons, guère plus qu'un petit carton de savon, et qui dit « Je voulais remercier la première dame pour l'aide définitive qu'elle vient de nous faire, de nous envoyer le savon. Désormais, les gens ne vont plus mourir dans cet hôpital. » Oui, on va jusqu'à la caricature de ce qui descend du centre du pouvoir, qui certainement rejaillit sur la première dame. Une autre marque, ça c'est au quartier Essos, il y a une poubelle qui arrive, les grandes poubelles là, et des nouveaux camions qui sont arrivés. Donc, les populations de ce comité de base prennent sur elles de faire une motion de soutien au président de la République pour le remercier de la poubelle qu'on vient d'installer. Vous voyez, ça va jusqu'à la caricature, mais ça illustre à souhait que le centre du pouvoir est bel et bien détenu par une seule personne. Dans ce cadre, et en sciences politiques, on appelle ça un régime présidentialiste fort, presque voisin de dictature. Donc, je sais, en âme et conscience, qu'il ne faut pas que la mort de ce jeune garçon, coupable d'avoir fait son métier, qui est né avec moi à Essos, tiens, je parlais d'Essos tout à l'heure, nous étions 5 ou 6 que vous connaissez, plusieurs autres, là, notre aîné qui était alors Rigobert Son, un coup Vando Prosper, qui était voisin de moi, Martinez Zogo, dont le père était gendarme, qui s'est battu pour sauver le régime du renouveau le 6 avril. Eh bien donc, pour que cet événement ne passe pas inaperçu, j'ai décidé, avec 10 journalistes, d'aller au Palais de l'Unité, dire le ras-le-bol au président de la République. Des journalistes. Des journalistes. Au Cameroun, pour obtenir une autorisation, en réalité c'est déclaration, mais voyez-vous, dans un système d'abus, c'est toujours dit, vous n'avez pas obtenu l'autorisation de la marche. Et pour se protéger, nous avons lu quelques livres quand même dans le groupe pour dire que nous ne sommes pas tombés de la dernière pluie. Nous avons décidé d'appeler ça une marche pour aller donner un mémorandum à notre grand frère, le président Biya. Est-ce que vous avez marché? Pourquoi ça n'a pas fonctionné? J'en viens. Et nous devions partir de le palais des sports à Ouarda. Oui. À Ouarda, pour le palais de l'Unité. Et on a ouvert des fiches. Voyez-vous, tout le monde a été choqué dans la République. Au terme d'une demi-journée, il y avait 2013 personnes inscrites pour faire la marche de Ouarda au Palais des Sports pour le Palais de l'Unité. Nous ignorions à l'époque que le rassemblement se faisait en face même de l'immeuble Ekan, où toutes les suspicions vont que votre jeune confrère a séjourné pour sa détresse et pour sa mort. Je mets ça au conditionnel, évidemment, les enquêtes n'étant pas encore achevées. Et il me fallait 2 autorisations puisque j'étais l'initiateur de la chose. Celle du sous-préfet de Yaoundé 3, parce qu'à ce niveau-là, à Ouarda, Hôtel Hilton, pardon pour la publicité, vous êtes à Yaoundé 3. Et celle du sous-préfet de Yaoundé 2, parce que nous allons traverser Tchinga. Et celle du sous-préfet de Yaoundé 1, parce que nous allions arriver au Palais de l'Unité. Or, on aurait pu résumer cela en une seule autorisation. La jonction des procédures. C'est un fait de droit, je crois. Donc, il était difficile d'avoir la première autorisation, mais j'ai pu trafiquer parce que ce sous-préfet-là est un peu de ma région natale. Le lendemain, il fallait affronter un autre sous-préfet qui avait été pistonné la nuit. On lui a dit, tu ne peux pas autoriser ça, parce qu'ils sont déjà 2000. S'ils marchent en passant par la briqueterie, les ressortissants, pardon de dire ça comme ça, à Oussa, vont s'ajouter à la marche. Et jusqu'à Itoudi, il y aura au moins 1 million de personnes. Ce ne sera pas contenable. On a dit on parle en vrai, n'est-ce pas? Je vous dis les choses telles qu'elles se sont faites. Dans la soirée, une dame m'appelle, elle est commissaire divisionnaire. Elle
Elle ne mérite pas que je dise son nom ici pour mon hygiène bucco-dentaire et pour la vôtre d'ailleurs. J'ai jamais compris pourquoi quelqu'un qui est une dame peut avoir un comportement aussi scélérat. Enfin, elle retient ma carte nationale d'identité. Pour avoir l'autorisation, il faut avoir la carte nationale d'identité pour que le sous-préfet signe votre autorisation. Elle disparaît de la ville pendant 3 jours. Je n'ai pas ma carte nationale d'identité. Je n'ai pas l'autorisation signée. Un autre sous-préfet qui est favorable à la manifestation m'appelle. Se fait taper sur les doigts le lendemain et dit, m'appelle, après il me dit, moi j'ai signé, regarde, même sans ta carte. Il montre effectivement le papier signé. Mais la femme qui doit enregistrer et mettre les cachets n'est pas là, elle a mal aux dents. Voyez, toutes ces petites simagrées étaient pour que la manifestation n'ait pas lieu le jour. Oui. Le jour de la manifestation, la police envahit l'endroit. Les délégations de Douala sont déjà arrivées. J'ai déjà loué les cars. Je n'ai pas l'autorisation. La police est sur place. Le ministre de la Communication me fait appeler. Elle me dit, moi je suis le ministre des journalistes. Au Cameroun, il n'y a pas 2000 journalistes. Est-ce que cette manifestation n'est pas infiltrée? Je lui précise que c'était écrit les journalistes et les sympathisants qui se battent pour la liberté de la presse et pour la liberté tout court. Pendant que je sors du MINCOM, la dame qui avait ma carte d'identité m'appelle et me dit « Je vous donne la police pour protéger votre marche. » Je lui dis « Non, madame. C'est précisément les policiers que les journalistes et les civils n'aiment pas au moment des marches. Vous voyez, pendant les marches du MRC, ils ont leur police. Pendant les marches du SIF, ils ont leur police, ainsi de suite. La vôtre provoquera l'esclandre. Qu'elle dit donc, on ne peut pas autoriser votre marche. Et de toute façon, vous n'avez pas la carte d'identité, vous n'avez pas l'autorisation. Elle vous le dit carrément. Bien sûr. Et très clairement. Bien sûr. Et donc, il n'y a pas marche. Je vais à une ambassade au Cameroun, une ambassade étrangère, je vous la dirai off the mic, et cette ambassade me dit, faut pas rêver, cette manifestation n'aurait pas eu lieu. Mais nous sommes au courant que le chef de l'État vous écoute. Allez rédiger un document. Vous voyez, je vous dis des choses difficiles là. Allez rédiger un document sur l'objet de votre marche, sur la distance de la marche, sur les motivations. Amenez-le-moi, c'est cet ambassadeur qui dit, d'un très grand pays, hein, et je vais le transmettre au chef de l'État. Pendant que je sors de cette ambassade, une très haute personnalité, permettez que je la cite pas, elle a requis l'anonymat, de la ville, du département, de la région, m'appelle et me dit, il faut surseoir à la manifestation. Nous allons t'amener chez le directeur du cabinet civil. Il faut faire une demande. Le chef de l'État, une demande d'audience. Le chef adressé à M. Mvondo Ayolo. Le chef de l'État ne peut pas recevoir 2000 personnes. Je réponds à ces personnalités de la capitale et de la région du centre que le chef de l'État a bien reçu les motomanes, qui, même si c'est une profession honorable, n'est quand même pas plus honorable que les intellectuels que sont les journalistes. Les 10 heures de la politique de Paul Biya, c'est-à-dire, je n'ai pas dit les rapporteurs, hein, les 10 heures de sa politique de démocratie et de liberté, pour ne pas dire les défenseurs, eh bien, on m'oppose que non, le chef de l'État ne peut pas recevoir 2000 personnes. Allez voter une délégation de 30 personnes, 30 journalistes. Toutes tribus confondues, toutes régions confondues, tous médias confondus. Je retourne voir le ministre de la Communication. Je lui dis que les exigences, j'ai encore les délégations de Douala entre les mains, qui doivent manger, qui doivent boire, qui doivent rentrer à Douala. Je dois vous le dire, hein, j'ai dans la nuit un paquet de 4000 t-shirts qui sortent de nulle part. Je ne sais pas d'où viennent les t-shirts. Floqué de la photo de Martinez, avec la photo derrière, avec Adieu Martinez. La lutte pour le combat pour venger ta mort. Comment avez-vous réagi?
assez mal, parce que ça ressemblait à une infiltration de quelques partis politiques qui voulaient arracher l'événement à la presse et manifester au sein des journalistes pour... alors vous savez, les lois scélérates qui ont été votées sont que j'allais être pris pour rébellion, comme ceux du MRC qui, pour eux, n'ont même rébellé personne en réalité. Le professeur Foguet, que je veux saluer ici, qui est un frère et un ami, allait se promener, allait saluer son président, on l'a pris devant le portail, il marchait pas à lui. Donc, je demande d'où viennent les t-shirts. Non, il y a 4000 t-shirts et il y a 100 polos. Oui. Les polos. Il n'y a pas quelqu'un dans la presse qui est riche. Et vous avez suivi ma déclaration devant le mausolée qu'on a fait de Martinez avec les Boujoux. J'ai dit qu'aucun journaliste ne prenne un seul sou dans cette affaire. C'était une marche propre que nous voulions faire. Avec des t-shirts noirs. C'est le mien à l'intérieur, vous voyez. C'est à dessein que je l'ai mis quand vous m'avez convié à votre émission. Est-ce que vous avez essayé d'identifier les auteurs de ces t-shirts? C'était écrit un donateur anonyme. C'était écrit, vous devez recevoir toutes les aides, la population vous soutient. C'était écrit dans le ballot des polos, vous n'êtes pas seul. Bon. Sur le coup, ça ne m'attire pas directement. Et le ministre de la Communication me convoque à nouveau. Je vais dans son bureau et il me dit, il faut faire attention, cette affaire est infiltrée. Entre-temps, j'ai aucune autorisation. Je bluffe un peu, je dis que j'ai l'autorisation, j'ai les délégations de Douala. Et ils doivent manger, ils sont environ 800 qui sont venus de Douala. Bon. En journée, une autre délégation arrive, on se connaît dans la presse, avec des gens que je connais pas du tout, qui ont des tatouages, des os barrés aux mains, qui sont plutôt violents, qui m'obligent à la marche, et je leur explique qu'il n'y a pas l'autorisation. Cette fois-là, on fait la réunion à l'école de Messa. À l'école de Messa, où il y a le rassemblement pour dire, est-ce qu'on marche quand même? Et si l'armée tire, qu'est-ce qu'on fait? Sur quoi, je leur dis officiellement donc que je n'ai pas reçu d'autorisation, que je n'ai même pas la carte d'identité. Et je demande que quelqu'un d'autre prenne la tête de la manifestation, quelqu'un qui a la carte d'identité. Je suis au regret de dire qu'aucun journaliste ne s'est présenté pour prendre la tête. Ça, c'était un événement. Et au terme de cela, nous avons donc rédigé la demande d'audience que le président Paul Biya a demandé pour recevoir 30 journalistes. Nous attendons toujours que le cabinet civil nous appelle pour nous dire le chef de l'État va vous recevoir. Ne marchez plus. C'est à haut risque. Les augmentations des prix du pain, des prix du carburant, des prix de ceci ont exaspéré la population à un tel fait que si vous marchez, cela capitalisera l'essentiel des mécontentements et ce sera le prétexte pour faire embraser le Cameroun. Voilà la vraie histoire sur cette marche qui n'a plus eu lieu. D'accord. Les t-shirts, nous les avons abandonnés au Palais des Sports, dehors. Est-ce que les policiers s'en sont saisis? Je pense que non, qu'ils sont très polis et très honnêtes. Mais je dois vous dire que c'était de beaux t-shirts et de beaux polos. Les gens de Douala, j'ai pu m'endetter et on a loué un car devant le Hilton qui les a accompagnés à Douala. Et comme j'ai dit, nous attendons toujours, puisque le chef de l'État nous a donné sa parole. Et j'espère que, horrifié par le niveau de la cruauté de la mort de Martinez. Vous savez, Martinez commençait toutes ses émissions, je suis le fils de Paul Biya. Je suis le fils de Paul Biya. Je vais parler pour mon père. C'est comme ça qu'il commençait toutes ses émissions. C'est pour ça que les chefs traditionnels étonnent lui disent, nous allons venir enterrer ton fils chez toi. Alors nous attendons, nous journalistes, puisqu'il était le père de Martinez, qu'il tienne parole. D'accord. Qu'il nous reçoive. Qu'on lui dise, les journalistes sont mal à l'aise au Cameroun. Pourquoi? Père, mère, mari. Rapidement, parce qu'on va marquer une pause. Il y a. Votre métier est très difficile. On va commencer par vous,
Pour balayer une case, il faut commencer par un coin. La désunion dans la profession. Le meilleur ennemi d'un journaliste au Cameroun, c'est un autre journaliste. Vous ne pouvez jamais imaginer que pendant ces faits, je suis allé voir un aîné et un ami qui est ministre. J'y ai croisé 10 directeurs de publication qui mangeaient avec lui sur la table. Alors que j'avais programmé une marche des directeurs de publication, des journalistes et tout, qui étaient là-bas. Que pensez-vous? Un tel niveau de copinage entre le pouvoir politique et la profession de journaliste, qui est supposée, des deux professions, on s'entend, qui sont supposées être opposées, ou au moins opposées, m'a semblé pour le moins suspecte. Donc vous n'êtes pas unis. Il arrive que des médecins fassent des erreurs de diagnostic, on ne les enferme pas. Je suis là sur la dépénalisation des peines, des délits de presse. Et pourtant, des gens meurent. D'où vient-il que quand un journaliste se trompe sur une information, c'est 6 mois de prison? Il y a maintenant l'UJC, l'Union des journalistes du Cameroun, qui doit s'associer à toutes les autres associations satellites pour faire encore fort. Il n'est pas normal que l'UJC soit chapeauté par les seuls journalistes de la CRTV et de Cameroun Tribune, qui sont des journalistes, je mets des grosses guillemets, officiels. J'allais dire vassaux, je ne le dirai pas. Il faut maintenant repenser au Conseil national de la communication. Voyez, c'est écrit Conseil. Martinez, avant d'être arrêté, était convoqué au Conseil national de la communication. Pourquoi donc, puisqu'il avait les documents? C'était pareil pour moi. Vous savez, parti au tribunal, souvent j'ai vécu des atrocités. Une dame, elle est juge, elle est encore là. Vous voulez que je la cite? Non. Elle dit, elle est juge, elle dit, vous avez tous les documents sur ce que vous dites là, vous accusez le directeur de la CNPS. Je dis, oui, j'ai tous les documents. Elle me dit, il faut les amener. Ils vont vous disculper. J'amène les documents le lendemain, elle me dit, détention illégale des documents administratifs. En fait, elle retourne... Maintenant, bien sûr. D'ailleurs, il y a un ponteux du régime, on a dit qu'on ne le cite pas, qui me dit, il faut rédiger une lettre d'excuse au DG de la CNPS. Ce que je fais. Le DG de la CNPS, il va chercher les chefs traditionnels de chez toi, il vient demander pardon. Ce que je fais. Qui vient se mettre à genoux. Et c'est le ministre Nkuete qui dit non, les chefs traditionnels ne se mettent pas à genoux quand même. Bref, ma lettre d'excuse, que je remets à son avocat Mbita Blaise, que je remets à Amougou Belinga qui était son ami, il les remet au juge, qui me juge et dit que la lettre que j'ai remise était des aveux. Que si je demande pardon, c'est que j'ai vraiment fauté contre le directeur de la CNPS. Voilà, aucun journaliste ne s'est levé pour dénoncer ça. J'ai fini pour la corporation. Et le dernier point, le vrai. Il faut créer la maison de la presse. Avant que Martinez ne soit pris, il errait. Si vous voyez, en France, il y a un domicile où les journalistes de l'humanité sont allés par moment quand ils ont des difficultés économiques même simplement. Sur l'économie, ça me permet d'arriver sur l'aide à la presse. On ne vous aide pas. Vous êtes le deuxième pouvoir en réalité. Pour que le pays marche, il faut que vous dénonciez. Vous êtes le gendarme de la République. Et maintenant que le MRC, le SDF et tout cela c'est terminé, pardon de ne pas citer mon parti, Debout le Cameroun, et il y a vous qui faites maintenant le travail des partis politiques de l'opposition. Quand on vous donne, comme cette fois-ci, 50 millions que vous n'avez pas eu, n'est-ce pas? Je lis dans les journaux que tout cela est allé à M. Amougou Belinga. Quand on vous donne une aide, est une injure. C'est un droit. Ça doit être un dû. Du budget de la République. L'État doit soutenir la presse. Très bien. Et au Gabon voisin, cette aide est de 6 milliards de francs. Au Sénégal, également, et en Côte d'Ivoire, 4 milliards. Chez vous, elle est de 50 millions. C'est une injure. Je propose qu'on marque une pause. Chantal Rouget-Tulé, on va dans cette deuxième partie d'émission, on va effectivement continuer de parler de l'affaire Martinez-Zogo. On va aussi parler de la région de l'Est, qui est une région essentiellement lésée, dont vous avez fait de multiples dénonciations dans ce sens. Mais permettez qu'en marquant cette pause, nous prenions un petit clin d'œil du côté de notre partenaire ISETA, qui offre des formations véritablement exceptionnelles à toutes les personnes qui veulent avoir un cursus susceptible de leur donner la possibilité non seulement de suivre de magnifiques études, mais d'avoir une insertion socio-professionnelle des plus établies.
On regarde cette transition publicitaire de notre partenaire Isetac. On se retrouve dans une poussière de secondes. À tout de suite. Vous regardez JNJ Média. Restez avec nous. À quelques mètres du carrefour Yassa à Douala, trône majestueusement Isetac. Créé en 2015, Isetac est le plus important des instituts privés des enseignements supérieurs bâtis dans la capitale économique du Cameroun. Il est construit sur une superficie de 2 hectares avec 2 grands bâtiments imposants qui abritent les salles de cours et le bloc administratif. Tout récemment, en marge de la célébration de la Fête nationale de la jeunesse, le top management d'Isetac a lancé les journées portes ouvertes du 8 au 10 février. 3 jours d'entretien, d'orientation, de conseils et de présentation du savoir-faire d'Isetac aux futurs bacheliers venus par milliers visiter tour à tour les infrastructures ainsi que les ateliers de génie mécanique, de chaudronnerie et de fabrication métallique, ou encore celui de menuiserie et ébénisterie dont dispose l'université. C'était vraiment agréable. Déjà, j'ai apprécié le fait qu'ils sont venus nous chercher avec leur cas et ils nous ont amenés ici à l'établissement. Et ensuite, ils nous ont bien accueillis. Ils nous ont fait visiter leur établissement. Nous avons visité la salle multimédia. Nous avons visité plein d'autres domaines. Et aussi, je peux dire que Isetac nous offre plusieurs opportunités dans le monde de la formation et aussi de l'emploi. Comment ils s'y prennent, par exemple, pour dépisser une panne sur le véhicule à l'aide d'un appareil de diagnostic. Comment ils s'y prennent pour réparer la panne. Et aussi, comment certains systèmes de véhicules fonctionnent. Notamment le fonctionnement d'un moteur diesel, le fonctionnement d'un moteur essence, le fonctionnement d'un système d'injection d'essence électronique, le fonctionnement d'un système d'éclairage signalisation automobile, ne serait-ce que ça. En guise d'innovation, Isetac vient de nouer un partenariat dans les domaines portuaires et maritimes avec Shanghai Ocean University of China et Regional Maritime University of Ghana. Avec ce partenariat, les étudiants formés par Isetac sortiront munis d'une licence et d'un master, ainsi que d'une certification dans la filière qu'ils auront choisie. Et ce n'est pas tout. Il y a 6 filières sur lesquelles Isetac va former à compter de l'année académique prochaine. La filière pêche maritime, la filière aquaculture, la filière électromécanique navale, la filière sciences nautiques, la filière gestion logistique portuaire et maritime et la filière sécurité et sûreté des plateformes pétrolières portuaires et maritimes. En fait, ces filières-là, le cycle généralement c'est sur 5 ans. Sur 5 ans, mais avec au départ l'obtention d'une licence. Alors, la formation va se faire en 2 volets. Il y aura un volet qui va se faire sur Cameroun, la partie théorique, et une partie pratique qui va se faire en entreprise. Et ensuite, les étudiants, selon la filière choisie, iront soit au Ghana, soit en Chine. Ça dépendra. Et je voudrais vous signaler que la Chine a un système de 4 ans pour avoir une licence. Alors, nous sommes en train donc de voir comment les étudiants feront 2 ans au Cameroun et aller faire 2 ans en Chine. Voilà un peu ce qui est en train de vouloir se passer. Plus de 7 années d'expérience qui auront permis à l'Institut supérieur des technologies appliquées et de gestion de former plus de 300 diplômés, de se doter de 20 ateliers et laboratoires sophistiqués, ainsi que de construire une mini-cité de 199 chambres où logent les étudiants pour un meilleur suivi. Un sérieux qui a hissé Isetac au rang de 4e national au BTS en 2021 et depuis 2022, cette université est désormais sous centre écrit des examens BTS. La formation à Isetac se fait 70% pratique, 30% théorie. Parce que nous devons amener nos apprenants à pouvoir se prendre en charge après leur formation, après le passage à Isetac. C'est pourquoi nos ateliers sont suffisamment équipés avec les appareils de la pointe. Et ça se dessine par quoi? Par les résultats, par nos résultats que nous obtenons dans les différentes sessions d'examen, d'examens nationaux. Pour le reste, Isetac offre des formations dans d'autres domaines tels que banque et finance, génie civil, menuiserie et ébénisterie, en cycle BTS, HND, licence professionnelle et master professionnel. Merci de regarder du Ticota sur JNJ Média. De retour sur ce plateau, nous sommes toujours en compagnie de Chantal Roger-Tuile.
Certains membres du service des renseignements, ainsi que l'homme d'affaires Jean-Pierre Mokobelinga, sont sous mandat de dépôt provisoire à la prison centrale de Kundengui. Et selon leurs proches, ils seraient innocents. Pour le cas de Jean-Pierre Mokobelinga, précisément, Chantal Roger-Tulle, est-il victime d'une injustice? On a coutume de dire au Cameroun qu'il faut laisser la justice suivre son cours. Mais tout le monde copie en France. Et en France, on dit qu'il y a de fortes présomptions. Voyez, je n'aime pas un terme qui est usuté ces derniers temps où on dit présumé voleur, présumé coupable. Je n'aime pas ce terme. Pourquoi? Parce qu'il y a le stade d'Olembe. Le chef de l'État a donné 65 milliards pour construire le stade d'Olembe. Il n'y a pas le stade et il n'y a pas les 65 milliards. C'est bien qu'on les a volés. Et donc celui qui les a pris, les a volés, c'est un voleur. Vous comprenez? On n'a pas dit présumé. Non. Il n'y a pas les 65 milliards, il n'y a pas le stade, les immeubles, l'hôtel qui était prévu, le marché, et tout cela, les voies de contournement. C'est donc qu'il y a eu un vol. Et celui qui a pris cet argent est un voleur. Et pour contextualiser le cas Martinez, avec Amougou Belinga. J'ai parlé de forte présomption. Oui. J'ai dit que je n'aime pas les termes qu'on utilise au Cameroun, laisser la justice suivre son cours. Vous voyez, au Cameroun, on l'oublie assez, mais c'est écrit que les juges rendent la justice au nom du peuple camerounais. C'est le peuple qui s'est senti lésé. Prenons deux hypothèses. Vous avez lu la Révolution française, vous connaissez l'affaire Danton-Robespierre. En France, à la Révolution, à tort ou à raison, le peuple voulait le sang. Le peuple voulait la tête de Robespierre. Il fallait sauver le régime. On a sacrifié la tête de Robespierre. On fait de la politique ici, messieurs. J'ai dit première hypothèse. Vous ne pouvez pas accumuler autant d'inimitié et continuer à rester innocent quand vous êtes cité autant de fois avec une telle irrégularité dans les faits aussi délicats. Que voulez-vous dire? Je veux dire que vous ne pouvez pas être cité d'aussi près dans un crime aussi odieux sans qu'on interroge réellement votre comportement, votre praxis et votre intégration dans cette affaire. Dès qu'on vous a pris, qu'on vous a gardé, c'est que vous êtes suffisamment impliqué dans l'affaire. Vous n'êtes plus en tout cas innocent. C'est clair. On ne met pas des innocents aux arrêts pour continuer à les écouter en sécurité. Le fait qu'on vous garde dans la justice du Cameroun, c'est qu'on vous empêche de vous échapper. C'est donc qu'on vous reproche quelque chose et le juge d'instruction posera des questions pour trouver votre culpabilité définitive ou pas. Mais quand on vous garde, c'est que vous êtes déjà, je n'aime pas le terme, présumé coupable. Pour ce qui me concerne, je n'aime pas spécialement le monsieur, pour des raisons personnelles, Amougou Belinga. Vous voyez la pénibilité que j'ai à prononcer ce nom sinistre, parce que je pense que c'est un illettré. Et j'aime parce que non, c'est un illettré dans le dictionnaire, le petit Larousse, c'est quelqu'un qui n'a pas été à l'école. C'est la vérité. Vous ne pouvez pas dire à un diplomate, tu me la boucles. Vous ne pouvez pas offrir des présents à la femme du secrétaire général de la police et vous l'insulter en plein milieu de télévision. Vous ne dites pas, vous voyez, je vous ai félicité pour votre studio, vous ne dites pas c'est la télévision de ma famille et moi-même je fais ce que je veux. Vous ne pouvez pas dire des insanités à une dame qui est ministre en plus, ce n'est pas possible. Quelqu'un qui a lu quelques livres, de bons livres, sait comment dire des choses. On peut dire la même chose, mais en y mettant du tact, en y mettant, du doigté, en y mettant, comment on dit cela, en y mettant de bons mots. J'avais dit que personnellement, je n'aimais pas le bonhomme, mais illettré n'est pas une injure. Ça veut dire qu'il n'est pas lettré, il n'a pas lu de bons livres, ou les a pas lus du tout d'ailleurs. Hein? Donc, cela épouse à souhait le comportement qu'il a eu souvent. Si vous regardez également beaucoup de nos têtes couronnées, la plupart sont soit des illettrés politiques, soit des illettrés tout court. Comment expliquez-vous que quelqu'un est dans un pays pauvre, une délégation de 15 voitures qui l'accompagnent dans son bureau, il est dans une seule. Il crée un bouchon incroyable.
Il va seulement dans son bureau, qui quelquefois est à 500 mètres. C'est de l'illettrisme. Si vous êtes méchant, c'est de la sauvagerie. Et dans ce cas précis, sauvage n'est pas une injure. C'est un qualificatif d'un comportement asocial. Si vous êtes propriétaire d'un avion, loué ou acheté, et que vous mangez le fromage à 9 heures, je parlais des faits. Vous êtes un villageois. On ne mange pas le fromage à 9 heures. Comprenez? Si vous achetez le Baileys, je parle des faits, que vous le diluez avec le coca, vous êtes un villageois. Alors, à quoi renvoie cette carte? Même si vous êtes milliardaire. À quoi renvoie cette carte? Et cela me renvoie à une dame de l'Ouest de la République qui m'a dit, quand un tam-tam résonne déjà aussi fort, il va bientôt se percer. Ça n'a pas loupé. Je voulais dire qu'au Cameroun, vous voyez, il y a des fortunes encore plus grandes que la sienne. Des fortunes suspectes, peut-être plus suspectes que la sienne. Mais autour de laquelle il n'y a pas eu autant de bruit du fait de la personne qui gérait cela, du fait de son illettrisme. Illettré, qui n'a pas lu les livres, qui n'a pas lu les bons livres, ou qui ne les a pas lus du tout. Regardez ce n'est pas votre cas, regardez les Camerounais à leurs chaussures. Je voulais saluer le ministre Momo ici, mais vous comprendrez jamais pourquoi il aime les chaussures rouges. Et donc, c'est une question de culture. Parce que les chaussures, c'est la seule chose que vous achetez, que votre épouse ne peut pas acheter pour vous. C'est dans le reflet de votre culture et des livres que vous avez lus. Vous comprenez? La gestion donc des 12 voitures qui vous accompagnent à votre bureau est la marque de ce que vous êtes saturé. Je vous prends un fait simple. J'ai regardé à Paris le phénomène de l'homosexualité. C'est une société où on a tout fait. Ils sont saturés. Un homme aime un autre. Mais chez nous, c'est un facteur de domination. Un autre veut montrer aux autres qu'il les domine. Et l'homosexualité, dans ce cas, est devenue l'ascenseur pour grimper dans l'échelle sociale. Ce n'est pas le cas à Paris. À Paris, 2 hommes s'aiment, simplement pour le fait de s'aimer. Quelquefois, c'est un caprice social. Mais chez nous, on y met des pratiques magiques. Quelqu'un qui va avec vous, vous vide. Cela devient de la sauvagerie. C'est de l'illettrisme. Et donc, parce que si vous entrez chez les francs-maçons, le fait de l'homosexualité n'est pas de la sauvagerie, c'est un rituel. Chez vous, c'est de l'illettrisme et c'est de la barbarie. Et donc, c'est de la sauvagerie. Chantal Rosier-Tulé, qu'est-ce que vous voulez dire en clair? Est-ce que vous voulez dire en clair que Amougou Belinga y est pour quelque chose dans cette affaire? Je veux dire en clair que Martinez est un ami et que tout le monde qui est impliqué dans l'affaire n'aura qu'une excuse venant de moi. Et que si j'étais juge, je sais bien qui j'accuserais et je sais bien qui je condamnerais. Permettez, avec vous, qu'on évite d'aller au 7 demain, n'est-ce pas? Parce que désormais, il faut demander l'autorisation à M. Galax et Toga avant de dire une chose qui concerne ces procès. Pardon de citer le cas malheureux de Xavier Messé ici. Oui. Mais on parle d'un cas sérieux. En France, il y a ce qu'on appelle des fortes présomptions. Voyez au Cameroun l'histoire du Covid. Voyez, comment on l'appelait, Madame Tuente. Voyez celle que vous avez vue danser à l'ambassade de France, Madame Ketchat, devant l'ambassadeur. Seulement pour un tel comportement en France, on vous retire de la vie publique. Le temps que vous prouviez que ce n'est pas vous qui dansiez, ou comme Madame Ketchat, que vous disiez que vous dansiez parce que vous étiez en territoire français et votre mari est français. Sauf que c'est le ministre du Cameroun qui dansait devant l'ambassadeur de France qui n'a pas encore remis ses lettres d'accréditation au président de la République. Ce n'est donc plus un fait anodin. Voilà notre fait d'illettrisme. Vous posez la question, est-ce que pour moi, ils sont coupables? Dans mon fort intérieur, j'ai bien ma décision, j'ai bien ce que je pense, mais il faut sauver votre jeune télévision. Le Conseil national de la communication vous écoute. Et attendre les faits. Voilà, et vous dira le moment venu que vous avez anticipé dans une enquête. Mais voyez-vous, et je viens là sur le communiqué du ministre de la Communication. Quand il lit les articles qui interdisent d'intercéder dans l'enquête, de s'introduire dans l'enquête, il ne lit pas l'article 2, qui dit que les journalistes, eux, font leur profession de raconter ce qui se fait dans l'enquête. Ils ne sont pas partie prenante à l'enquête. Ils sont dans leur bon droit de dire ce qui se fait dans l'enquête. Encore que ce n'est pas dans son rôle. Non.
Non, justement, c'est lui le défenseur des libertés de la presse. Ce qu'il a fait, il s'est opposé à l'expression de la liberté à la presse. Mais le ministre a dit que le Cameroun était un état de droit dans lequel... Je voulais que vous répétiez que le Cameroun est un état de droit. Nous parlons de Martinez, c'est ça? Oui. Je vous renvoie la balle. C'est vraiment un état de droit? Je dis non. Vous voyez, il y a tellement d'exemples. Celui-là m'a spécialement choqué. Il y a un monsieur qui était président de la République ici. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le prestige, la fonction. Il y a ce qu'on appelle l'élégance de la gestuelle, de la chose, la pratique de la politique. Le président de la République ici, et il est mort. Et il est enterré à Dakar. Celui qui était ambassadeur à Dakar à l'époque s'appelait Raymond Mondouga. Il a demandé à Yaoundé ce qu'il faut faire. Et Yaoundé, on a dit rien. On n'a pas mis les drapeaux en berne. Il s'appelait Monsieur Aïdjo. Vous choisirez son nom. Hein? Aujourd'hui, il commence à y avoir des noms qui sortent. Badama Sital Bahamadou Aïdjo, certains autres, ainsi de suite. Mais vous voyez, il y a des noms au Cameroun désormais. Et quand on écrira l'histoire, il y aura de la matière. Il y en a un qui s'appelle Bongondo, Paul Barthélemy, par exemple. L'histoire dira. Mais enfin, donc, son épouse meurt. Vous m'avez suivi? J'ai dit Bongondo, Paul Barthélemy. Donc, son épouse meurt et on l'enterre également là-bas. Il n'y a aucun événement triste au Cameroun. Maintenant, sa fille meurt. Elle est médecin. Aucun médecin au Cameroun ne s'est manifesté pour une collecte. Le pire, c'est là que je vais arriver. J'ai vu sa fille à Minatou, qui est concierge au Palais des Congrès. Vous ne pouvez pas nommer quelqu'un PCA d'une maison à louer. Ça n'a pas de sens, c'est un concierge, c'est une concierge. Comme celle de votre immeuble, si elle est simplement concierge. De faire campagne contre Belobouba Maïgari à Garoua pendant que le corps de sa sœur, elle a une seule sœur, se trouve à Dakar, m'a semblé indécent. C'est du cynisme d'après vous? Indécent. Et voilà un autre symbole de l'illettrisme politique. Quelle fonction espère-t-elle obtenir en cette fin de règne pour piétiner ainsi l'élégance attachée à la gestion des relations entre les hommes? Alors, Chantal Roger-Tullet, sortons de l'actualité de Martinez-Zogo et tous les autres éléments qui entourent cette actualité. On y reviendra certainement dans d'autres éditions. La région de l'Est Cameroun, qui est votre région natale, votre région d'appartenance, je pense, qui est certainement l'une des régions les plus riches, sinon la plus riche du Cameroun par les différentes mines qu'on y trouve, les ressources naturelles, mais qui est une région aujourd'hui extrêmement précaire et qui est fortement désenclavée. Alors d'après vous... Fortement enclavée. Enclavée. Oui. D'après vous, qu'est-ce qui peut expliquer ce contraste? Elle s'explique de deux façons. Quand on balaye une case, on commence par un coin. Commençons par les fautes de cette région-là, dont les élites, oui, je mets des guillemets, de grosses. Le pouvoir de Yaoundé, généralement, choisit des hommes de paille, mal formés. Et si vous avez, on parlait des chaussures tout à l'heure, si vous avez regardé la quasi-totalité des ministres de l'Est, du moins ceux qui ne sont pas de la génération de 2018, tous, avant d'être nommés, n'avaient pas de chaussures. Comprenez ce que je veux dire? Non. Et vivaient dans le dénuement le plus total. Quelques exemples. Monsieur Bokam Jean-Baptiste vient de Bagbézé, un village voisin du mien. Sa mère s'appelait Mama Chanze, paix à son âme. On a soupçonné que son père était un prêtre de l'église catholique, mais il était très pauvre. Très pauvre alors. Vous voulez un autre exemple? Oui. Madame Tokpanou Isabelle, née à Saul Mbiol, était professeure d'université en fac sciences. J'étais alors à l'université, délégué d'étudiants. J'étais même président des étudiants. Et souvent venue à l'école en Babouche. C'était pas la plus riche. Elle s'était mariée d'un Béninois qui me semble commettait quelques fautes de gestion, mais enfin, c'était pas les plus riches. Je veux dire que les interlocuteurs que le pouvoir central de Yaoundé choisit sont souvent à l'image de ce que ce pouvoir veut avoir. Ce ne sont donc pas les interlocuteurs, mais des vassaux, mais des laquais, qui attendent tout. Ce n'est pas anodin de dire à vos internautes, à vos téléspectateurs, que sur 5 ministres à l'Est, ils ne sont pas 5, ils sont 2,5. Sur 5 ministres à l'Est, par exemple, il y en a 4 qui ont des épouses boulous.
C'est donc qu'on vous nomme, on envoie une femme boulot, vous gérez comme on dit au quartier. Je prends un exemple qui est courant, le ministre Lé, qui était un journaliste médiocre, chacun sait. Pas jusque-là. Non, si. Vous êtes de cette profession, ce n'était pas les plus grandes plumes. Il est sorti lestique à la botte parmi les derniers. À l'époque, à lestique, quand on sortait parmi les premiers, chacun sait, c'était courant. Je parle du journaliste. Par exemple, sans faire de fausse modestie, moi je sais que je suis brillant journaliste, par exemple. Les piètres ne travaillent pas à la CRTV quand même, Chantal. Vous parlez du système camerounais? Oui. Dans ce cas, je vous relate une anecdote d'un discours du chef de l'État où Charles Ndongo pose la question, on ne citera pas le nom, vous n'aimez pas? Alors faites-moi un résumé à chaud de ce discours du président de la République. Vous connaissez d'ailleurs le monsieur. Et il dit, écoutez Charles, ce qu'il faut d'abord aimer et admirer ici, c'est la circoncision du président Paul Biya. Comprenez, vous l'avez dit la concision. La circoncision, c'est bien autre chose, de plus bas. Il est brillant ce monsieur? Ça peut être un lapsus. Voilà. La bouche ne dit que l'abondance du cœur. Et donc, quand vous avez regardé sur cet tas de médiocrité qu'ils ont choisi pour servir, non pas d'intermédiaire, mais de laquais, il y a une scission. Il y a un fossé qui se creuse entre le petit peuple et son élite. Je ne voulais pas dire son intelligentsia, parce qu'il y a bien des gens intelligents à l'Est. Vous voyez, quand on nomme un ministre, c'est bien le président qui nomme. Mais dès qu'on l'a nommé, il rentre au village remercier les populations. Mais dès qu'il revient à Yaoundé, il se coupe de ces populations. Vous avez donc Bokam Jean-Baptiste, je parle des plus éveillés. C'était licencié de sciences économiques, Université de Yaoundé. Salé Charles, c'était un forestier, cursus scolaire en pointillé. Bondé Emmanuel est un professeur de CTI. Vous savez, Lé Joseph est un journaliste baccalauréat, même pas journaliste principal. Vous voulez qu'on parle de qui? Yves Mbele-Ndoé. Il ne sait même pas lui-même ce qu'il était. Et je vous le révèle, c'était un infirmier vétérinaire. Et ce n'est pas les meilleurs d'entre nous à l'Est que vous choisissez comme intermédiaires. Et pour cela, vous aimez à dire, ils sont bêtes à l'Est. Mais non, c'est assassin de faire comme cela. Un mouvement est donné qui s'appelle l'éveil de l'Est. Avec ceux qui revendiquent comme moi une certaine fierté, certains livres et certaines compétences et certaines cultures. Oui, parce qu'il y en a là-bas qui ont dit, qui disent, qui revendiquent que la région la plus riche ne peut pas être autant violée, piétinée, humiliée au quotidien. Mais donc là, estime... L'Est vit son avenir à l'imparfait, du fait des crimes du régime de Yaoundé. À l'Est, on a toujours voté Paul Biya à 99%. Mais Chantal Roger, L'Est de la République a donné une épouse à Paul Biya. Est-ce que vous savez ce que l'Est a reçu en récompense? Rien. Mais Chantal vous avez écouté le discours de M. Lé. M. Lé a dit que l'Est a reçu sa part à l'anniversaire du président Biya. Et vous ne vous reconnaissez pas. Je vous le dis, en Mondovision, l'Est n'a rien reçu. Chantal... Quand l'Est a des postes au gouvernement, ce sont des strapontins. Chantal Roger, tu l'es. Gérés souvent par des infirmiers Chantal Roger. vétérinaires. Chantal Roger, deux questions. Une certaine opinion estime que vous lancez tous ces mouvements parce que vous voulez attirer l'attention du président de la République sur vous, pour que vous puissiez demain bénéficier de certaines de ces grâces. Je vous conseille vivement, pour que je n'oublie pas, oui. Je vous conseille vivement, si vous êtes consulté pour entrer au gouvernement, de ne rien faire, de fuir à quatre jambes. Ce régime est achevé. Si vous entrez maintenant, vous serez comptable de son bilan. Chantal Roger. De la banqueroute de toute une économie qui comptabilise 29% de taux d'inflation. Pour 13 000 milliards de dettes. Chantal Roger Tulé, si aujourd'hui, le chef de l'État, par un décret présidentiel, décide de faire de Chantal Roger Tulé le nouveau ministre de la Communication du Cameroun, vous allez accepter la fonction ministérielle? Non. Non, très clairement. Voyez-vous, au-delà de la profession de journaliste que j'ai adoptée, aimée et admirée, j'ai pas dit la circoncision, comme ce brillant journaliste,
je mets des grosses guillemets sur brillant, je suis président de parti politique. Mon parti politique, c'est Debout le Cameroun, légalisé depuis 2015. Et j'ai la prétention d'avoir gagné les élections à la mairie de Yaoundé 6, puisque j'ai fait 6417 voix. Avant de me faire dire que je n'avais que 9 conseillers, avant de me faire dire après qu'on ne devient pas maire comme ça, avant que quelqu'un qui est encore là m'évite à aller coucher avec lui. Vous comprenez ce que je dis? Qu'on ne devient pas maire de Yaoundé 6 sans être avec nous. Parce qu'il demandait, est-ce que tu es avec nous? Qu'est-ce que ça veut dire avec nous? Je vous dis des choses graves là. Et donc non, j'accepterai pas. D'abord, le ministère de la Communication, c'est celui qui a le plus petit budget de tout le gouvernement du Cameroun. Les journalistes se marchent sur les pieds pour 4 milliards. Vous voulez être à la défense, par exemple? Ce sera difficile pour vous et moi de gérer la défense du Cameroun aujourd'hui. Il faut quelqu'un qui fasse beaucoup de concessions, qui n'ait pas les mêmes préoccupations d'intégration nationale comme moi. Parce que je veux, pour moi, essayer d'équilibrer, d'équitabiliser, pour qu'il y ait l'Est, partout les choses se décident. Voyez-vous, il y aura à la gestion de l'après-Biya des hommes qui se présenteront. Mais ces hommes devront être des gens qui capitaliseront des sympathies de plusieurs ordres. La première, il faut gérer l'homosexualité. C'est désormais une voie importante au Cameroun. Il faut gérer les francs-maçons. C'est-à-dire, il faut en être. Il faut avoir des relations là-bas. Parce que les Rose-Croix ont été battus, ça fait 10 ans maintenant. C'est les maçons qui sont aux affaires. Il faut avoir des ramifications dans l'église catholique. Vous voyez l'abbé, qui vient de Douala, qui marche à pied là, souvent à Yaoundé. C'est de la politique pure qu'il fait. Il faut avoir dans l'église catholique qui a le plus vaste mouvement, courant, organe d'espionnage. Partout où l'église s'est installée, le Vatican est informé à temps et en heure sur les agissements politiques et économiques de ce pays. Donc vous avez les homosexuels, les francs-maçons, l'église et l'armée. Je veux parler de l'armée. Vous voyez, j'arrivais sur l'armée. Vous avez dit, est-ce qu'on vous nomme ministre de l'armée, oui, des armées, vous accepterez. J'ai dit qu'à l'état de quelqu'un qui veut faire entrer l'Est partout, ce sera difficile. Pourquoi? Parce que la rumeur dit que pour entrer à Alémia, il faut donner 9 millions. J'ai dit la rumeur, hein? On est obligé d'être prudent au Cameroun. Mais voyez-vous, en France, chacun sait que la rumeur, c'est la dimension informelle de l'information. Mais la rumeur, soit dit qu'il faut donner 9 millions. Voyez, le président Biya, dont je ne suis pas le plus fervent supporter, a donné la chambre d'agriculture à l'Est, où il y a l'essentiel des forêts. On parlait tantôt des incompétences et des mauvais choix des représentants de l'Est. C'est bien celui qui gère là-bas. Ceux qui gèrent là-bas, depuis les indépendances, à part Efrem Marimba qui était de la Léquier, ce sont les ressortissants de l'Est. Il y a bien eu Mata Roland, il y a bien eu Adibolo Philémon, il y a bien eu. Et celui qui est là maintenant s'appelle Minjos, qui a voyagé dans tous les pays du monde, mais qui n'a rien fait sur les plantations au Cameroun. Résultat, à l'Est, on cultive encore à la daba. A contrario, je viens sur l'armée. A contrario, en saluant bien bas le ministre Maïrobé, dont je doute la nationalité. A contrario, il y a, parce qu'on s'appelle Maïrobé souvent en Centrafrique, au sud du Tchad. A contrario, il y a la chambre de commerce que le président Biya a consacrée à l'ouest bamileke. Cela échappe aux gens, mais à Freeland, c'est la CCI, qui était une petite maison comme ça, en face du collège de la retraite, où il y avait 3 bamileke, pardon de dire ça comme ça, qui y mettaient l'argent des cotisations. À Freeland, au bout de 10 ans, est une méga banque, la plus liquide d'Afrique centrale. C'est donc le petit commerce, et ceux qui encadrent ce commerce, la chambre de commerce, l'encadre très bien. Ça fait quoi? Ça fait que si vous avez besoin d'argent aujourd'hui, de l'argent liquide maintenant, vous allez chez les détenteurs du secteur tertiaire au Cameroun, c'est-à-dire le petit commerce. Et si on donne donc 9 millions pour entrer, j'ai dit que c'est la rumeur, à l'Émia, cela fait que l'essentiel des entrants à l'Émia
sont Bamileke parce que celui qui a l'argent pour entrer à l'EMIA est Bamileke. Cela vous échappe peut-être, mais regardez la plupart des grandes élites fortes, techniques à l'EMIA, les transmissions, les ponts, je crois que c'est Kamgen qui est au pont, les grands travaux, je crois que c'est même Atonfa qui est à la communication maintenant. Comptez, les grands postes sensibles, stratégiques, techniques sont tenus par les ressortissants de l'Ouest Bamileke. En sciences politiques, cela s'appelle une force à intégrer. Mais dans le contexte actuel où les gens ont pris 9 millions, cela crée que dans 20 ans, l'essentiel des officiers du Cameroun seront d'une même région. Voilà ce que la cupidité de quelques-uns peut causer dans la stabilité d'un pays. Voyez-vous, vous me demandiez si je voulais être ministre de la Défense. Je dis que non, il y a beaucoup trop d'enjeux. Et le mien personnel est que l'Est soit intégré dans les cercles de décision. Je ne saurais sans doute pas rester dans de bonnes mesures quand je sens qu'il y a un déséquilibre concernant l'Est de la République sur la répartition en matière d'officiers supérieurs. Donc je serai un très mauvais ministre de la Défense. Chantal Roger Tudor, vous avez évoqué en début de cette émission un nom, Mekoulou Ngondo. Oui. Le DG de la CNPS. Quels sont vos rapports? Aucun, ils étaient très mauvais. Que je vous raconte comment cela s'est passé. Pardon les intempéries, je suis légèrement enchiffrené. Vous voyez, ils ont coupé tous les arbres à l'est et ça a bousculé l'écosystème. Vous n'avez plus de saison aujourd'hui. Il me semble que des familles, des très proches parents du chef de l'État, se sont vus attribuer par le ministre des Forêts des immenses portions de forêt. Il semble que c'est 40 hectares et que ces populations-là seront délogées, parmi lesquelles des populations autochtones des Pygmées. Donc, un jour, je suis dans mes bureaux à l'avenue au pont de la gare. On était parti l'avenue Germaine, au pont de la gare. Et un ministre en fonction, il est encore là. Un ministre en fonction de nos amis s'arrête. Pom, je sors. Petit frère, c'était un vendredi soir. Comment ça va? Je lui dis que grand frère, c'est très mauvais, c'est un vendredi violent. On est fauché. Il dit, moi je viens de Soie, où je suis allé chercher mes loyers. Il a des mini-cités à Soie. Je précise que la loi au Cameroun interdit cela, on appelle ça l'imprescriptibilité. Je lis un débat qu'il y a partout. Nouran Fotso, député de Chekabra, Libye, elle vend les produits pour le maquillage et il se trouve des gens pour la défendre. La loi interdit aux députés et aux ministres de faire du commerce. Et même aux fonctionnaires, c'est une loi. C'est la loi. Eh bien, ce ministre donc de mes amis, qui a ses mini-cités, qui fait une activité commerciale néanmoins, nous donne 500 000 francs. Nous sommes 5. Il y en a un qui est mort maintenant, Gilbert Tchalekani. Il y en a un qui est devenu directeur général d'une grande société de communication officielle. Vous avez dit qu'on ne cite pas les noms. Qui signait alors Zézé. C'était lui, Zézé. Il y en a un qui est devenu sénateur, qui signait Ateba Olinga. Vous voulez que je cite les noms? Vous voyez, je sais protéger les confrères. Et moi-même, et Dorothée, qui est allée en France maintenant, à d'autres aventures. Bon. Et le ministre me dit, tu connais mon salaire. Si j'avais pu avoir un peu plus d'argent, je t'aurais dépanné. Si j'ai plus durablement, si j'étais directeur général d'une société, je t'aurais aidé. Je lui dis, pourquoi directeur général, monsieur le ministre? Il me dit, mais tu n'as pas la grille des salaires des DG? Je dis non. Il dit, bon, écoute, je pars au bureau, suis-moi 1 heure de temps après pour qu'on ne voit pas que nous étions ensemble. 1 heure de temps après, je le suis à son bureau. Inutile de préciser que nous nous sommes déjà beaucoup battus sur le partage des 500 000. Vous voyez la misère. Et par ces temps de ramadan financier, 500 000, c'est le quotidien de plusieurs familles, voyez-vous. Et donc, je le rejoins au bureau, il me donne la grille des salaires. Dedans, il y a des salaires de 45 millions. Je crois que c'était M. Moudiki. Il y a des salaires de 35 millions. Ça devait être M. C'est qui? Des salaires de 35 millions. C'est-à-dire que quelqu'un a travaillé pendant 30 jours et il gagne 45 millions. Il y a le salaire du DG de la CRTV, qui est une très vieille connaissance de la tribune de l'Est. Vous avez dit qu'on ne cite pas les gens. Et ainsi de suite. Madame Yahouaï Satou, 30 millions, je sais pas. Et c'est excessif. Parce qu'aucune de ces sociétés ne produit quoi que ce soit
pour le budget anémié de l'État du Cameroun, pour les finances quachorcoreuses de ce pays qui s'essouffle dans la misère et dans la faim, qu'une seule personne touche 45 millions de francs après avoir paradé dans un bureau très climatisé avec le frigo plein de tout genre de libations achetées par la sueur du citoyen. Cela m'a semblé injuste et nous avons programmé ça pour l'édition de la Tribune de l'Est de lundi. Oui. L'actualité était morte. L'Assemblée avait siégé, le président Biya n'avait pas remanié, il n'y avait donc rien à l'actualité. Il fallait donc sortir. Nous avons donc mis ces salaires. Le titre c'était « Les salaires colossaux des DG des sociétés d'État au Cameroun ». Le salaire de M. Mokoulou Vondor ne nous intéresse pas. Il est dans nos notes d'environ 11 millions. C'est le traitement d'environ 11 millions. Ça ne nous intéresse pas. Et nous publions le journal. C'est un tollé général. Comment vous l'appelez, on refait une nouvelle édition. Celle de jeudi. Ça marche. On refait une autre de vendredi. Et des jeunes photocopies à la poste centrale. Ça marche. La semaine suivante, le directeur, monsieur Simon Beyangapé, son âme, qui était alors chargé de la communication, m'appelle au téléphone. Elle me dit, il y a mon directeur qui a un colis pour toi. Je me dis, chic, c'est sûr, il m'envoie un peu de carburant. Il dit non, c'est une convocation, une citation directe à comparaître. Quand le journal est sorti, tous les directeurs généraux des sociétés incriminés nous appelaient, disaient non, je ne touche pas tant. Je ne me suis pas voté ce salaire, c'est le conseil d'administration. J'ai trouvé ce salaire, je n'ai pas demandé à l'avoir. Lui nous a porté plainte. À Douala, 2 procès. À Yaoundé, 2. À Garoua, 2. À Bamenda, 2. À Maroua, 2. C'est-à-dire au moment où il y avait les Boko Haram et la guerre au Nozo. Résultat, pour diffamation, le même prétexte. Au terme de tout ceci, une autre plainte au Conseil national de la communication, qui a donc décidé de ma déchéance, que je ne suis plus journaliste à vie au Cameroun. Et c'est écrit, c'est pour ça que je vous disais de vous méfier du Conseil national de la communication, qui n'est fait que de fonctionnaires et pas des pairs de la presse privée, dite privée, parce que c'est vous qui faites le vrai travail, d'opposition au régime politique de Yaoundé. Et donc, nous allons à la première audience, parce que c'était à Yaoundé, j'avais 4 juges, je peux les citer, M. Bias, Mme Bissiongol, Mme, celle qui m'a demandé les documents là, et celle qui m'a condamné, parce que j'ai été condamné avec 5 ans de sursis, on n'a jamais vu ça, et avec une amende où 10 000 francs s'ajoutaient tous les jours, et elle a caché la condamnation. C'est-à-dire que chaque jour qui passe, 10 000 s'ajoute votre amende. C'est pour ça que j'ai dû trouver, il fallait trouver de l'argent pour payer les amendes. Et ma mère a dû vendre notre maison pour payer ces amendes pour que je n'aille pas en prison. Parce qu'au Cameroun, quand vous payez l'amende, on commue les amendes en peine privative de liberté. C'est-à-dire, on vous arrête, vous payez les amendes ayant déjà fait 6 mois. Connaissez ce qui était le plan. Vous me demandez quelle relation j'ai avec lui? Aucune. Parce que je me suis senti très fortement brutalisé dans ce que j'avais encore de respect pour quelques personnes. Il suffisait, je veux finir, c'est très important, qu'il m'appelle, qu'on s'asseye. Le fait de me faire venir les chefs traditionnels de l'Est pour venir lui demander pardon, c'était de l'abus. Le fait de me faire rédiger une lettre d'excuse et l'utiliser comme des aveux, c'était de l'abus. Le fait de dire qu'on a mis qu'il avait 11 millions, quand nous avons calculé après, c'était 23 millions. Il y avait simplement un mot qui gênait les juges, c'était qu'on n'a pas mis traitement, on a mis salaire. Et le juge nous dit, ce n'est pas son salaire, c'est le traitement mensuel, où il faut mettre le carburant, la maison, et ci, et ci, et ci. Mais tous les documents que nous avions, vous les avez regardés, sont bien, c'est caché, sont bien de la CNPS. Alors, vous allez, écoutez, je vais vous raconter. C'est très important ce que je vous dis là. Permettez-moi de vous relancer. Oui. Si j'étais vous, j'écouterais un peu. C'est très important. Au terme de tout ceci, je peux citer aujourd'hui le médecin du chef de l'État, exaspéré, m'amène donc au village, chez le président de la République.
C'est la première fois que je l'ai en face. Vous voyez, je vous ai dit que c'est très important ce que je vais dire. Oui. Et le président de la République, je ne sais pas s'il a changé, mais a lu tous les documents. Je précise que son garde du corps au village est un Bamileke. A lu tous les documents, les uns après les autres. A demandé ses lunettes et les a lus les uns après les autres. Et m'a demandé, vous travaillez à la CNPS? J'ai dit non. Il a dit, tout ceci est vrai? Je dis, oui, Excellence. C'est les deux choses qu'il m'a demandé. Et il a dit, je m'en occupe. Et nous sommes rentrés à Yaoundé. Le mois qui a suivi, le secrétaire général de la présidence de la République m'a fait appeler et m'a remis le courrier qui était adressé à M. Esso Laurent, bien vouloir arrêter toute poursuite judiciaire contre le nommé Chantal Roger Tuilé. Par ailleurs, associer tous les documents de ce que vous lui reprochez et les faire acheminer à mon conseil, c'était alors celui qui est mort là, conseil juridique du chef de l'État. Non, c'était pas celui-là, c'était celui qui a une jambe, pardon de dire ça comme ça. Donc, c'est comme ça que les poursuites se sont arrêtées. C'est comme ça que les agressions physiques se sont arrêtées, parce que je précise qu'avant, un commando de 6 personnes est arrivé chez moi, à Tamtam Week-end à Biemassi, a tiré sur le bâtiment, a brûlé mes voitures, vous avez vu les images, a tué mes chiens au fusil. Vous voyez, c'était le sort de Martinez que j'avais moi, en réalité. Mais il y a le destin, il y a Dieu, je crois, j'en suis certain, qui m'a sorti de là. Et donc, au terme de cela, avec l'intervention du chef de l'État, ces poursuites se sont arrêtées. Et ça n'a pas fait grand bruit. J'avais l'obligation de la réserve. Et je vous ai dit que je veux vous en parler. Merci pour cette information en spéciale. Exclusivité. Merci. Je vous donnerai le document. Mais en 30 secondes, est-ce que personnellement, vous regrettez avoir traité cette information? Oui. Oui. Parce que à cette époque-là, j'avais la même fougue que Martinez. Celui qui nous fournissait les documents, nous fournissait les documents, après que lui, quand même, le DG de la CNPS, nous ait porté plainte, ses ennemis donc, nous ont amené des documents. Pour qui voulait son poste, à l'époque, il était question d'un remaniement. Pour qui voulait être ministre des Finances, on le citait très abondamment. Comme maintenant, il semble qu'il est en pole position pour devenir ministre des Finances avec un certain son Blaise. Je vous donne les choses en exclusivité. Il semble bien aussi que le nouveau président du Sénat, c'est M. Nkuete, et que son adjoint, c'est Mbargangele, voyez, et que M. Nidon Frunji entre comme président du Conseil économique et social, et M. Joshua aussi comme ministre des Transports. Bref, vous dites, à cette époque-là, est-ce que je recommencerai? Non. Non, parce qu'il y a ce qu'on appelle le rapport des forces. Je m'attaquais là au neveu du chef de l'État. Et la CNPS avait financé les élections présidentielles de cette année-là pour partie. Et c'était un homme extrêmement riche. C'est un homme extrêmement riche. 1. Et 2, nous servions les intérêts de quelques personnes qui étaient tassées dans l'ombre, qui nous manipulaient sans que nous le sachions. 2. 3, au total de tout ceci, qu'est-ce que j'ai gagné? Rien. Mon journal est interdit, je suis interdit moi-même à vie de faire le seul métier que j'ai appris. Et personne, à part Martinez Zogo et Romary Tenda que voici, n'a continué à me fréquenter dans les milieux de la presse. Personne. Il y a même eu, je peux les citer sous les honoriales. Je peux même citer Rodrigue Tonguin qui m'ont piégé à une émission à Canal 2, vous l'avez suivi. Je peux même citer Jean de Dieu ici, je peux citer tout le monde. Aujourd'hui que l'affaire est finie, je connais désormais qui a fait quoi dans cette affaire. C'était très difficile. Des confrères qui m'ont ainsi tourné le dos complètement, les gens que j'ai cités. Chantal Roger Tuilé. Il y a donc eu, à cette époque-là, un espoir. Mon père est mort. Un espoir que les retraités, dont mon père n'est plus, se regrouperaient autour de moi pour faire bloc, pour dire qu'il a défendu notre cause. Mais il n'y a jamais eu aucun retraité avec moi au tribunal. Il n'y a jamais eu aucun retraité pour me donner les 180 000 dont j'avais besoin pour chaque avocat qui devait me représenter dans les 20 villes où j'avais les procès, avec mon journal interdit, c'est-à-dire toute source de revenus coupée.
Vous n'avez plus rien, vous êtes un prisonnier. Chantal Roger Tulé. Et le public n'est pas venu. Ça me renvoie, s'il te plaît, Romaric, à ce fait, on vient de fêter l'anniversaire de la mort de Ateba Yéné, que tout le monde applaudissait en sensé. Quand il est mort, nous étions, moi, Messanga Yamding, je ne sais plus qui, et nous avons dit, avec un richissime homme d'affaires de l'Ouest, hein, le président Kaji, pour ne pas le citer, qui a dit, on va prendre les enfants en charge. La rentrée qui a suivi, on a fait des cotisations pour les 8 gosses de Ateba Yéné, on n'a pu récolter que 29 000 francs. Tout le monde s'était défilé. Il n'y a pas, c'est là que je voulais arriver, je demandais ta clémence pour ça, oui. Il n'y a pas le peuple au Cameroun. On ne sait pas faire foule au nom d'une cause au Cameroun, ce qui heureusement est déjà le cas à l'Est. Autour de moi et de certaines autres personnes, Patrick Sapak, on a d'ailleurs des ministres dedans, anciens soit, mais des ministres avec nous, pour dire que il faut faire entendre une voix. Eh bien, autour de moi, le peuple n'a pas fait entendre sa voix. D'accord. Sur des faits anodins, un jour, je finis par là, vous asseyez à un bar, un monsieur vous offre une bière, et il passe derrière vous, il dit, qu'est-ce qu'il croyait? Il croyait qu'il pouvait s'attaquer au neveu du chef de l'État. Vraiment, les gens cherchent des problèmes. Hein. C'est ça la conscience qu'il y a au Cameroun. Mais Chantal Roger Tulé, après avoir vécu tout cela, j'ai envie de vous demander de quoi vivez-vous aujourd'hui? De rien. D'expédient. Pour parler en français, d'expédient. Il se trouve qu'il y a une diaspora camerounaise qui est forte. Il se trouve que j'ai dû vendre, ma mère, vendre notre maison pour que je puisse payer les amendes, les avocats, et tout le reste. Il se trouve que mon épouse, évidemment, est partie, a été recrutée par nos ennemis, mes enfants également. Vous avez trouvé 3 tout à l'heure à la maison. Je suis père de 8 enfants. Vous avez que ma mère est morte il y a 2 mois. Lors de ma dernière condamnation, parce que c'était 6 mois avec 5 ans de sursis, avec, je crois, c'est 3 millions, sur lesquels se sont ajoutés, je profite pour remercier tous les Camerounais qui ont payé cette amende, parce que beaucoup de Camerounais ont participé. Ma mère donc, je suis fils unique, je dois le préciser. Ma mère donc dit, ton père est mort, j'espérais que ce soit toi qui m'enterre. Maintenant, c'est moi qui vais t'enterrer. Elle est devenue cardiaque. Elle est donc morte de crise cardiaque en novembre, le 26 novembre, et je l'ai enterrée. Vous avez certainement suivi cela dans les médias. Alors, est-ce que je recommencerai pour ce que j'ai étendu de misère personnelle et générale? Je ne le pense pas. Et c'est le propre des pays africains où les hommes ne font pas foule, où il n'y a pas un peuple, oui, où il y a des hommes, hélas. Merci beaucoup Chantal Roger Tulé. C'est ici qu'on met un thème à cet entretien. Merci beaucoup. Le temps consacré à cette émission est largement dépassé, mais c'était nécessaire de vous avoir sur ce plateau et d'avoir toutes ces explications de votre part. Merci. Chaque fois que vous me convierez, je serai venu. Des socles de la grande discussion intellectuelle, au-delà des petitesses de la vie quotidienne, comme le vôtre, où on développe, où on projette, où on interroge, sont rares. J'ai regardé un peu autour. Vous avez dans des chaînes de télévision au Cameroun, quelquefois un seul programme. Et avec la musique autour, avec la solidarité, quelqu'un a un œil percé, il faut l'aider. Quelquefois, les filles qui disent, quand on couche avec des gens dans les cafés, comment il faut faire. Mais des programmes, projections, comme le vôtre, il faut les multiplier. Il faut les multiplier. La prochaine génération sera la vôtre. Le président Biya et ceux qui sont avec lui ont mis la mienne hors jeu. Des gens de 56 ans de ma génération sont hors jeu désormais pour la grande activité sociale. Je salue ici le président Nyatni Fendi Marcel, qui, d'après mes informations, a décidé de quitter l'arène. Je voulais moins saluer le président Kamto. On vient de faire les sénatoriales, qui sera encore absent. Je ne vais pas m'attirer beaucoup d'amis là, mais est-ce que c'était réellement un bon choix
de ne pas aller aux élections législatives et municipales. Savez-vous, au Cameroun, parce que je suis candidat aux élections présidentielles, au Cameroun, pour être candidat, il faut avoir un conseiller au moins. Et le MRC avait un député qui a été interdit de se représenter à Douala. Le MRC non, ni conseiller ni député. Le président Kamto n'est donc pas candidat aux prochaines élections présidentielles. Nous allons vers la fin d'un système que je ne souhaite pas militaire, mais c'est une hypothèse. C'est les grands électeurs, en cas de décès de M. Nyat, M. Kavaï, qui se serviront de choisir le collège qui fera les élections finales. Oui. Comme au Mali, il fallait que le MRC fût de ce collège, il ne l'est pas. D'accord. Merci beaucoup Chantal Roger-Tulle. Merci également Raoul, c'est la fin de cet entretien. Merci à Chantal Tulle. Merci à toute l'équipe technique qui a travaillé autour de cette émission. Une équipe technique chapeautée, je peux le dire aujourd'hui, par Gilles Bédan-Noubissi. Merci pour le travail. Merci également à celle qui supervise et qui coordonne cette émission, Grasté, et un remerciement particulier au couple Tenchou. Merci à vous de nous avoir suivis, c'est la fin de cette émission. On se retrouve bientôt avec un autre invité, avec le même plaisir et le même désir. À très vite.